Bon, bah déjà, Jean-Paul, je te remercie d'avoir accepté de venir nous parler un petit peu ce soir. Pour présenter Jean-Paul à nos débutants, parce qu'il y en a quand même un certain nombre ce soir, Jean-Paul Carpentier, donc septième dame du club de Lille. Je connais Jean-Paul depuis plus longtemps qu'il me connaît, je pense. Parce que quand je te voyais, c'était dans des choses énormes comme la voie du kendo à Orléans. La voie du kendo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ancêtre du kano-michi. Et puis après, j'ai appris à te connaître un petit peu mieux, c'était à Fontenay. Donc, Jean-Paul, c'est quelqu'un pour les débutants, si un jour vous avez la chance de le rencontrer, c'est ce qu'on dit toujours, c'est qu'il multiplie sa taille et sa largeur par deux quand il est en combat en face de vous. Et Jean-Paul est déjà naturellement quelqu'un de pas vraiment petit, donc il est très impressionnant, mais il reste toujours très très agréable à travailler, de travailler avec lui. Donc ça c'est l'anecdote qu'on dit toujours. C'est, je sais plus, il y avait un Q Guillot, c'était son pseudo de Rennes, qui faisait beaucoup de dessins humoristiques. Et il avait fait des petits dessins humoristiques avec toi, c'était exactement ça, quoi. Donc Jean-Paul enseigne à Lille, il est un des deux enseignants, je crois, officiels de Lille maintenant, hein, depuis le décès de Jean-Pierre Rec, donc, tu enseignes avec De Baker Sensei. Et, euh, et Lille, c'est vraiment un très gros club. Il y a 8 septième dan, c'est ça? Il n'y en a plus que 7, effectivement, oui, voilà. Les 7 maintenant? Ouais. Mm. Donc sur le site, il marquait 8, mais c'était avec Jean-Pierre, je pense encore. Tout à Donc fait. 7 septième dan, ça fait quand même beaucoup. Ça fait un niveau absolument extraordinaire en termes d'enseignement, etc. Il Parce faut que savoir qu'ils sont pas, ils sont maintenant un peu éloignés. Il y a M. Gomez qui est sur Bruxelles, il y a M. Lheureux qui est sur Montpellier, donc il y a M. Delay malheureusement qui a des graves problèmes de santé. ah bon. Donc oui, donc là les septièmes dames qui s'occupent des entraînements sont M. Debacker, M. Kozak, M. Mérès et moi-même. Hmm. Voilà. Et de temps en temps Emilio quand il peut nous rejoindre. Voilà. Hmm. Donc, moi, ce que j'aurais aimé éventuellement, si ça ne t'embête pas, c'est que tu nous parles un petit peu de ta trajectoire dans le kendo. Quand est-ce que tu as commencé? Avec qui? Quel enseignant? Quel sensei? Et depuis quand tu en fais, quoi? D'accord. Parce que tu as connu une époque, je pense que moi, je n'ai pas connue, qui était celle des Claude Hameau, de ces gens-là qui étaient au tout début du kendo en France. Entendu. Donc, j'ai commencé le kendo en 1981. En fait, avant, j'étais dans. Je suis né en 55 tout d'abord, pour que les gens comprennent. J'ai été sportif dans la mesure où j'ai fait beaucoup de natation jusqu'à mes 18 ans. Et puis, avec la faculté, j'ai dû arrêter la natation parce que c'était 2 entraînements par jour. Donc, c'était ou les études ou la natation. Donc, j'ai opté pour les études. Et de là, j'ai arrêté le sport, enfin, et j'ai rencontré l'aïkido. Et donc, je me suis mis à faire de l'aïkido, un petit peu en dilettante, 1 à 2 fois par semaine. Et à l'occasion d'une démonstration d'un gala d'arts martiaux, j'ai rencontré le kendo. Ça, c'était en 1980. Et la première fois que je suis allé au club de Lille, donc c'était Jean-Pierre Rec, l'enseignant, avec ses assistants déjà, Pierre Lheureux, Bernard Debacker. Je me suis d'abord inscrit en Iaido et j'ai commencé pendant 1 année à faire du Yai. Et puis je me disais, j'ai envie de porter l'armure et de me confronter. Et donc, en 81, septembre, octobre 81, en début de la saison, je me suis inscrit au kendo. Et les progrès ont été assez rapides, puisque en 82, j'étais premier dan, en 83, deuxième dan, en 83, en 84, troisième dan. En 84 déjà, on m'a demandé d'intégrer le Club France, comme il disait à l'époque. Donc, on servait on va dire, un peu de chair à canon dans des entraînements équipe de France pour les équipes 1 et 2.
Et donc, ça a été très formateur puisqu'on avait un stage tous les mois de 2 à 3 jours et un stage de 4 à 5 jours trimestriels. Et là, bien sûr, on revenait de là complètement épuisé, vanné, etc. Mais en même temps, on s'était confronté au meilleur de l'époque, qui était en gros quatrième, cinquième dan. Pour mémoire, Jean Piccolo, Jean-Pierre Rec, Guy Roland, Michel Gentler, les frères Poirot, ça s'appelait comme ça, les frères Ischkia, les frères il y avait Jean-Claude Giraud, Philippe Labaille, enfin voilà, c'était un petit peu Alain de Guitre, c'était un peu cette équipe-là, Chouara, pour ceux qui étaient de Chambéry, il y avait également Pomès de Bordeaux, voilà, ça c'était les gens qu'on rencontrait lors de ces stages, genre, les frères Ischkia de Maison de Montfort-l'Amaury, Maison Lafitte, voilà. Là où il y a l'école de vétérinaire. Donc, je ne sais plus si Oui. c'est mon. Oui, voilà. Donc, Euh, c'était ces gens-là qu'on rencontrait. Et j'en oubliais, et bien sûr, Bresset, Claude Hameau, il y a Pruvot, Fasselina, etc. Donc, tout ce club-là, Club France. Et Frédéric Delay et moi, on était, on va dire, les sparring partners, avec d'autres aussi. Et puis, donc, ça a été très, très formateur, si je puis dire. Et donc, assez rapidement, en plus, avec l'enseignement de Jean-Pierre Rey, qui était très exigeant et qui nous emmenait aussi dans des stages, dont ceux de Voix du Kendo, que tu as souligné, animés par les experts, les sensei de l'université de Kokushikan, eh bien, très rapidement, et avec la présence des experts japonais à l'occasion des stages équipe de France, évidemment, on a un peu été formaté, on va dire, un petit peu comme le fer sur l'enclume, si vous me permettez. Voilà, on a été un petit peu dans ce creuset-là, voilà, avec à chaque fois, à chaque retour au club, des reprises en main par Jean-Pierre Rec pour, j'ai envie de dire, une certaine exigence à la fois martiale et esthétique de la pratique pour ne pas tomber uniquement dans un versant uniquement sportif et d'une efficacité sportive qui pouvait être une vue à court terme de la pratique de l'art martial, puisque pour Jean-Pierre, l'art martial, c'était au-delà d'une pratique sportive aussi, j'ai envie de presque dire une pratique spirituelle, en tout cas une école de sagesse et une école philosophique dont le corps est support et pas simplement comment dirais-je, une pensée et pas seulement un discours, quoi. Voilà, à la fois il y avait une exigence sur la pratique dans le cadre de la beauté du geste et en même temps une recherche qui nous invitait à faire à travers notamment la fréquentation d'experts, on va dire, moins formatés compétition et plus formatés, plus avancés sur une voie, on va dire, spirituelle, au nom desquels, par exemple, Ota Sensei, Ono Sensei, Ujie Sensei, comment dirais-je encore, celui qui vient souvent à Bordeaux, Sumi Sensei, etc. Donc, des références à des professeurs plus anciens encore, décédés maintenant, comme Sato Sensei, Nakamura Sensei, voilà, donc Narayama, etc. Vous voyez, donc, vous voyez un petit peu, donc le club lillois aussi, autour de Jean-Pierre Rec, s'est proposé un stage d'hiver de 2 jours, vendredi soir, samedi, dimanche, en février, et puis 2 semaines de pratique de kendo à Fontenay-le-Comte. Ça n'a pas toujours été Fontenay, hein. Au départ, c'était en Dordogne, puis c'était en Corrèze, et puis c'est devenu Fontenay-le-Comte. Et c'était devenu un rendez-vous auquel participaient à la fois pas mal de membres du club lillois, puis après, j'ai envie de dire, tous les clubs enfin tous les pratiquants qui pouvaient y participer en provenance de clubs qui bénéficiaient aussi de l'enseignement de Jean-Pierre,
notamment, j'ai envie de dire, Chambéry, Grenoble, Marseille, Lyon, vous-même, des clubs bretons également, des gens de la Réunion, des gens du Bordelais, des gens de Strasbourg. Donc, ça a un petit peu fédéré tout un ensemble de groupes. Voilà. Et Jean-Pierre animait donc aussi des stages, à peu près un par mois, et il m'emmenait souvent dans ces stages. Et comme ça, j'ai commencé à aller au stage de Chambéry, au stage d'Annemasse, au stage de Strasbourg, au stage de Rennes, et puis Bordeaux. Et petit à petit, il s'est retiré d'un certain nombre de stages, et moi, j'y suis resté. Voilà, d'où le stage de novembre en général en Alsace, celui de Bordeaux en mai, celui de Bretagne en juin. Il y avait également en octobre le stage à Turin, etc. Enfin voilà, donc voilà comment ça s'est fait, quoi, tout ça. Donc j'ai eu la chance à chaque fois de passer des grades dans les délais relativement courts, les plus courts, et de les avoir du premier coup jusqu'au 7e Dan en 2001. Et depuis 2001, je ne me suis jamais présenté au 8e Dan. Je devais le faire l'année prochaine, l'année précédente, mais voilà, confinement oblige, j'y suis pas allé. Et c'était reporté en novembre, donc confinement oblige, je n'y suis pas allé. Et peut-être ça sera reporté en mai. De toute façon, c'est quand même plutôt aller se présenter un examen au sens d'y participer que de prétendre pouvoir l'obtenir, parce que là, la marche est très haute. Et au jour d'aujourd'hui, avec les activités professionnelles qui sont les miennes, il faudrait s'entraîner 1 à 2 fois par jour. Je suis loin du compte. Là, on arrive à s'entraîner 3 à 4 fois par semaine. Et quand même, le corps n'est plus aussi fringant qu'autrefois. Ouais. Voilà rapidement résumé. Est-ce Bah, qu'on écoute, peut, est-ce qu'on peut rester un peu sur la figure de Jean-Pierre Rec? Moi, je ne l'ai pas connu, mais je pense que Yves et Eric l'ont tous les deux connu, qui a été une figure assez marquante du kendo français, si Oui, tout à fait. vous Donc, voulez bien en dire un mot. oui, d'abord, c'était au niveau des arts martiaux, il était donc 7e Dan Kendo, 7e Dan Iaido. Il avait énormément de culture aussi philosophique, ésotérique, métaphysique. Et donc, il reliait tout ça à la pratique de l'art martial. Ce n'était pas une pratique de sport martial. Donc, il y avait, on va dire, homothétie pour les mathématiciens. Il y avait quelque chose d'assez fondu, entre guillemets, entre sa recherche spirituelle et puis ce qu'il pouvait démontrer sur le dojo. Et par rapport aux élèves, plus on montait en grade, plus il était exigeant, ce qui parfois n'était pas toujours agréable, il faut le dire. Mais dans le même temps, cette exigence, elle payait en quelque sorte, quoi. Donc ça, c'était l'homme sur le dojo, et un petit peu en dehors du dojo, un petit peu avant, un petit peu après. L'homme lui-même, ça reste un homme avec aussi ses qualités, ses défauts, et quelque part aussi une certaine forme de solitude comment dirais-je, en dehors des rapports ésotériques, métaphysiques et d'arts martiaux. Le personnage était un petit peu insondable, quoi. Voilà, il était très indépendant. Voilà, très indépendant. Donc, excellent. ces exigences dans le dojo, ça passait bien. Parfois, en dehors, c'était parfois un petit peu difficile, parce que nous, on a aussi nos vies professionnelles, nos vies familiales, sentimentales, etc. Et pour lui, ça passait déjà un petit peu au second plan par rapport aux exigences de la pratique de l'art martial. Et parfois, il était un petit peu mis en défaut quand même par des grands professeurs. Je me souviens de Narasaki Sensei, qui avait dit un jour, à l'occasion d'un stage, Narasaki Sensei, 9e Dan, excusez du peu, il avait dit d'abord la famille, après le travail, ensuite le kendo. Et Jean-Pierre, il l'avait mis dans le sens inverse, hein, voyez-vous.
Bah, Voilà. il était enseignant professionnel, Jean-Pierre, je crois. Oui, il était rémunéré par les cotisations de notre club. Ça, la cotisation était assez élevée parce qu'on avait son salaire à payer. Mais il encadrait aussi des stages, hein. Donc, à ces occasions-là, il avait ou une rémunération ou une enveloppe. Voilà, c'est quand même assez mal encadré, ça, au tout début, pour les pionniers, quoi. Mais il était complètement dévoué à la pratique de l'art, et en dehors de la pratique du kendo, il lisait beaucoup. Il lisait beaucoup autour de tout ça, philosophie, métaphysique, ésotérisme, arts martiaux. Et après, il avait une passion, c'était la guitare. Ouais. Et il jouait énormément de guitare flamenco. Voilà, donc il était très, 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 très bon. Voilà, et là-dessus, il est très bon. Ouais. Ouais. Voilà, c'est un grand solitaire qui côtoyait beaucoup de monde, et un grand solitaire aussi. C'est marrant parce que c'est effectivement ce que je ressentais moi à Fontenay, et c'était le sensei, mais je le sentais un peu seul quelque part, quoi. Oui, il n'était pas toujours accessible. Ouais, Il le devenait après avoir bu un coup ou deux, peut-être trois, j'ai pas compté, et que on l'entraînait par des questions sur la pratique. Donc là, ça le passionnait évidemment, et on sentait que à ces moments-là, c'est des moments de partage sincère, très animé. Et voilà. Donc pour le reste, échanger sur, on va dire, le vulgaire, si vous me permettez l'expression, qui n'est pas triviale, ouais. ça l'intéressait pas, quoi. Voilà, ça Hmm. l'intéressait pas au premier chef. Est-ce qu'il y a eu d'autres professeurs qui ont marqué votre parcours, Carpentier Sensei? Ah oui, oui, alors, oui, bien sûr, il y a des experts avec lesquels on se sent tout de suite en, en confiance. Par exemple, Sumi Sensei. Après, il y a eu des experts qui ont marqué le parcours de façon un peu traumatisante, on va dire, dans un premier temps, mais néanmoins comme une épreuve à passer, si vous voulez, si je peux me permettre cette expression. Par exemple, Kato Sensei de la police impériale, donc, qui a été des stages très, 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 très exigeants. Ara Sensei de la police de Fukuoka, là, des stages où j'ai pleuré tellement c'était dur, quoi. Je voulais partir, je voulais rentrer chez moi, je voulais plus continuer. Et j'ai été jusqu'au bout. Et après, une fois qu'on a fait cette épreuve, c'est koh quoi, hein. Après, on est bien, mais ce moment, on n'est pas bien du tout, quoi. Voilà. Voilà. Donc, oui, alors, donc, vous comprenez, il y a des experts avec lesquels on peut s'entretenir. Ota Sensei, Sumi Sensei, avec qui on peut discuter, échanger. Et d'autres avec lesquels il faut se confronter à l'exercice, qui est un exercice angoissant, parce qu'il faut y aller en confiance, et en même temps, on ne sait jamais comment ça va s'arrêter. Et je rassure tout le monde, hein, on finit toujours, on reste en vie en fait, mais on passe par des moments assez particuliers. Ce qui me permet de vous dire que euh, à un moment donné, il y a une pratique de vérité, mais il faut aller à la rencontre des parties sombres qui sont en nous-mêmes. Mais ça ne peut se faire que si on a bien, entre guillemets, sacralisé notre lieu, notre pratique, c'est-à-dire avoir conscience qu'on est dans un lieu sacré, un dojo, avoir confiance et conscience qu'on s'en remet à quelque chose de supérieur à soi, avoir conscience que l'on va vivre des moments délicats avec son partenaire adversaire, et que plus le partenaire adversaire vous met en difficulté, plus il vous est bénéfique en quelque sorte, parce qu'il va vous révéler quelque chose que peut-être vous ne voulez pas voir ou rencontrer ou connaître. Et encore maintenant, pour moi aussi. Donc, mais le tout doit se faire justement dans ce lieu sacralisé où, avant toute chose, on salue le shomen, puis on salue son partenaire adversaire, et à la fin du combat ou de l'assaut ou des exercices,
De nouveau, on resalue son adversaire et on salue ensuite de nouveau le shomen avant de se retirer. Et là, j'ai envie de dire, c'est le moment de convivialité. Peut-être qu'on a vécu des choses dures et éprouvantes, mais il fallait qu'elles apparaissent pour se rendre compte que en nous, tout sommeille, le bien comme le mal, le bon comme le mauvais, et que c'est ça aussi un peu le lieu de la pratique essentielle du kendo que voulaient nous transmettre les grands experts et sans doute aussi Jean-Pierre Rec, et de pas nous illusionner, comme il disait toujours, la victoire est relative, la défaite est absolue. À méditer, vous avez 4 heures. D'accord. Voilà, la victoire est relative. À un moment donné, je peux être plus fort que mon adversaire, mais qu'est-ce qui a gagné? Est-ce que c'est parce que lui était faible? Est-ce que j'étais meilleur, etc. La défaite est absolue, c'est-à-dire toujours se dire le jour où on perd, ou la séance, ou chaque fois qu'on fait un assaut, lorsque l'on perd, bah, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qu'on n'a pas su mettre en œuvre pour gagner. Voilà. Donc, si on gagne, c'est relatif, et si on perd, c'est absolu. C'est quand même dur à vivre pour un occidental. C'est très simple pour un oriental, mais pour un occidental qui a le culte de la réussite, de la performance, je suis le premier, la médaille d'or, etc. Enfin voilà, c'est dur à vivre de se dire, bah, tout ça c'est relatif. Mais quelque part, cette défaite, c'est peut-être elle qui va nous faire progresser aussi dans la Oui, voie. tout à fait. C'est le lieu du travail. Qu'est-ce qui n'a pas été? Est-ce que c'était mes pieds, mes mains, mon cri, mon engagement, la fréquence de mes entraînements, voilà. Est-ce que mon relâchement, est-ce que ce sont mes peurs, mes doutes, ma perplexité, mes angoisses, hein. Vous connaissez les 4 poisons fondamentaux, hein. Il y a une traduction japonaise pour ça, et je ne suis pas japonisant, mais voilà, donc c'est ce qu'on appelle les poisons fondamentaux: peur, doute, angoisse, perplexité, hésitation. Donc, et puis paf. Donc c'est tout ça qui est à travailler, et ça se travaille du début en rentrant déjà dans le dojo et même un peu avant dans la préparation jusqu'à la fin. Et cet état de permanence, entre guillemets, que l'on perd 50 000 fois à l'occasion de chaque séance, ça s'appelle Zanshin. C'est pas uniquement Zanshin, c'est pas uniquement après avoir mis un point ou avoir fait une action. C'était avant, c'est pendant, c'est après, et c'est même donc au-delà de l'instant de la séquence. C'est en rentrant dans le dojo et jusqu'à en sortie de dojo, en ayant un regard large sur tout ce qui s'y passe, sur les débutants, sur les plus anciens, sur les bons comportements, sur les mauvais comportements qu'on peut aimablement corriger, etc. Enfin voilà. Alors, on pourrait comprendre à ce que vous dites de la défaite comme absolue, qu'il faut absolument la fuir, mais on est d'accord qu'il faut accepter à l'entraînement bah, de perdre, justement, Oui, de laisser évidemment. l'adversaire. Voilà, il faut Évidemment. l'accepter aussi, cette défaite. Oui, oui. Sinon, il faut acheter un mène plus grand, quoi, hein. Bien sûr, mais cette manière d'être, ensuite, si on l'a dans le dojo, elle peut transpirer après dans votre vie profane, si je puis dire, quand on considère que le dojo, c'est un espace sacré, et donc en dehors du temple de dojo, de ce lieu sacré, il y a la vie profane. Et dans la vie profane, on peut ensuite aussi cultiver cette attitude non pas d'aller vers la performance, mais d'aller vers quelque chose humblement de juste, si je puis dire. Voilà. Et ça se pratique à travers nos entraînements, si toutefois on en a conscience, si toutefois ceux qui animent la séance, moi je ne dis pas que je suis professeur de kendo, j'anime des séances de kendo, j'essaye de retransmettre ce qu'on m'a transmis,
et puis de le faire avec bienveillance, avec un peu d'humour aussi, parce que ça aide, surtout dans les moments difficiles. Voilà, mais et essayer de le mettre en œuvre dans sa vie ensuite aussi. Ça, c'est bien. Avoir un regard large sur, voilà, avoir aussi le même respect avec, avec tout le monde, que ce soit dans un magasin, que ce soit au travail, que ce soit avec ses élèves, que ce soit avec les enfants des foyers, avec les collègues de travail, même si pour autant on n'a pas en retour euh, ce qui pourrait être attendu, c'est-à-dire une attitude aussi, j'ai envie de dire aussi noble, juste et sincère. En retour, on ne l'a pas nécessairement, donc c'est parfois difficile. Donc il faut prendre sur soi, mais il faut, moi je pense qu'il faut continuer. Voilà. Et il Vous faut avez, l'adopter sur le dojo. vous avez évoqué tout à l'heure le fait que le kendo, c'est évidemment un art martial, mais qu'il pourrait y avoir pour certains aussi une recherche de pratiques sportives. Ça, Qu'est-ce que vous en pensez, vous? alors, c'est pas du tout incompatible. Je pense qu'il ne faut pas l'exclure parce que les motivations des uns et des autres pour arriver aux entraînements, elles sont diverses et variées. Et toutes, a priori, il faut toutes les accueillir, si je peux me permettre. Ça peut être une personne un peu âgée. Lorsqu'on voit en début de saison les gens venir s'inscrire, à propos qu'il y a eu la diffusion du film Le Dernier Samouraï à la télévision, donc tout le monde se prend pour Tom Cruise et puis ils viennent s'inscrire au club, et ben, il faut les accueillir. Et puis après, ben, il ne faut pas les duper, c'est-à-dire il ne faut pas non plus essayer de les séduire euh, sur quelque chose qui ne serait pas juste. Il faut les amener à la pratique sincère de l'art martial et des exigences que ça impose. Voilà, ils resteront peut-être pas, mais il ne faut pas les tromper, entre guillemets. En gros, si vous allez acheter une baguette, vous n'allez pas ressortir avec un litre de lait. Donc là, c'est pareil. Ils viennent, soi-disant, pour pratiquer du kendo, mais le kendo, c'est ça. On va vous montrer ce que c'est, ou on va faire avec vous. On va pratiquer, on va cheminer ensemble dans cette pratique du kendo, mais on ne va pas la travestir parce que vous avez vu Tom Cruise dans Le Dernier Samouraï ou les Tortues Ninja à la télé, etc. Enfin voilà. Et donc, il y a des gens qui viennent aussi parce qu'ils ils ont envie de pratiquer de la compétition. Eh bien, ok, soit, mais mon grand, tu vas en faire de la compétition, sans doute, mais voilà, il faut aussi que je te donne les moyens d'être compétiteur. Et les moyens d'être compétiteur, c'est aussi ben, apprendre le solfège, faire tes gammes, manipuler l'instrument, etc. C'est pareil, quoi. Voilà. On ne devient pas interprète du jour au lendemain. Bien souvent, c'est le fruit d'un entraînement long, fastidieux, d'un apprentissage. Alors, il y en a qui sont un peu self-made man, il y en a d'autres qui ont eu un enseignement classique et puis après ils se mettent au jazz, etc. Mais là, c'est pareil au kendo. Faut accueillir ceux qui viennent pour faire une pratique de mise en forme, d'autres qui viennent parce que ils ont lu tel bouquin, ils ont vu tel film, et enfin d'autres qui viennent parce qu'ils ont envie de pratiquer de la compétition. Et, mais tout doit être accueilli, mais tout doit rentrer quand même dans l'enseignement et la pratique sincère et juste du kendo. Donc, pas brûler les étapes, quelle est la bonne posture, quels sont les bons déplacements, comment bien tenir son shinai, faire un certain nombre d'exercices. Voilà. Est-ce que ça Vous avez répond à la... votre question? Oui, tout à fait. Vous avez la même vision des choses ou vous développez la même théorie avec les enfants? Alors, avec les enfants, d'abord, on n'en a pas beaucoup au club, mais je dirais, on essaye d'avoir une pratique qui est très variée, en fait. Il faut les faire participer beaucoup et il faut mettre en place beaucoup d'exercices différents. Faut sans cesse changer, etc. À la fois, il faut avoir aussi un certain nombre d'exigences qui sont, je dirais, les exigences fondamentales qui vont leur permettre d'avoir les bonnes notions Kiken, Tai, Ichi, et puis, comment on appelle ça aussi, Yuko Datotsu, c'est-à-dire
frapper aux bons endroits avec la bonne partie du sabre. Ça, c'est les fondamentaux auxquels on ne peut pas échapper. Donc, ensuite, bien oui, s'ils ont, entre guillemets, des dispositions à la compétition, il ne faut pas les freiner, quoi. Mais il faut toujours les amener à une pratique de qualité. Et comment vous voyez comment vous conciliez, je ne sais pas s'il faut les concilier d'ailleurs, l'exigence de justesse et de vérité dont vous venez de parler pour le kendo, avec l'évolution en fait de la discipline. Il suffit de comparer des vidéos même de compétition d'il y a 40 ou 30 ans ou 20 ans ou 10 ans pour voir que le kendo a quand même considérablement évolué, je pense. Enfin, vous qui avez été témoin de tout ça, comment vous voyez les choses? Alors, c'est une question difficile, Rémi, ça c'est difficile. Je dirais d'abord, c'est une recherche personnelle. Ensuite, je dirais aussi, c'est ce que souvent me disait Jean-Pierre, mais aussi d'autres experts, je veux dire, c'est une pratique du sabre, donc il faut que faut que ça s'apparente au sabre. Ce n'est pas une bastonnade, si je peux me permettre. Et donc, bien souvent dans les stages, quand moi je m'exprime, je ne dis pas il faut frapper, je dis il faut couper. Donc, je parle de coupe, je parle plus souvent de coupe que de frappe, même si dans les faits, voilà. Et je saurais aussi apprécier et distinguer lors de l'arbitrage quelque chose qui pourrait être une frappe et que je considérerais comme un hippon, parce qu'il y a le bon timing, il y a l'opportunité, il y a la bonne partie sur le. Voilà, il y a le Yuko Dazotsu, il y a ces éléments-là. Mais si j'étais jury d'examen d'un passage de grade, peut-être que mon appréciation ne serait pas hippon, qui donnerait lieu à validation du grade. Comprenez-vous? Donc, mes repères, c'est une question ardue et la réponse personnelle que j'en fais, sans doute que d'autres diraient autrement. Donc, soyez aussi ouverts. Il faut que ça fasse midrash. Hein, il n'y a pas une voie, hein, il y a des voies. Mes repères, c'est ça, c'est que la pratique du kendo s'apparente à une pratique du sabre et qu'il faut tendre donc vers quelque chose qui est une coupe au sabre. D'où parfois l'intérêt de pouvoir aussi pratiquer un peu d'yai à côté, quoi, ou au moins des beaux katas. Vraiment, le kata, c'est très important, très très important. C'est pas le kata, c'est pas l'épreuve imposée, les figures imposées comme au patinage artistique pour avoir son grade. Hein. Ça contient l'essence du kendo. Voilà. Alors après, ça se manifeste différemment. On ne va pas se ruer sur l'adversaire avec kick and tie, etc. Mais dans les faits, il y a une tension qui est palpable dès la prise de garde. On avance l'un vers l'autre. Dans l'absolu, on ne devrait pas connaître le rôle de chacun. Et puis, paf, quoi, voilà. Et imaginez, les combats au sabre, c'était ça. Et les protagonistes avançaient l'un vers l'autre. Et ce n'était pas yato. Hein, c'était, bon, ben, je t'observe, tu m'observes. Par la barbichette, le premier qui rira aura une coupette. Ouais. Donc, si on peut appréhender le kata dans cet esprit-là, évidemment, il prend une autre dimension. Alors, bien sûr, au début, il faut apprendre l'histoire. Donc, il faut faire et refaire et refaire. Et petit à petit, il faut habiter cette histoire. Il faut lui donner voilà, du corps, du cœur. Et à ce moment-là, on sent bien, de toute façon, on observe le kata est un peu différent. On dit, bon, c'est vrai qu'il n'avait pas reculé, là, bon, il aurait eu la tête coupée jusqu'au nombril, quoi. Donc, hop, hop, ça prend sens. Au début, non. Un pas, deux pas, trois pas, ya, tout, pouf. Donc, petit à petit, ça s'habite. Et après, on le retrouve donc dans l'échange en kendo. Hop, comment on prend la garde en sankyo, comment on se relève, tate, kamae, observation, kiai, hop, on ne va pas tout de suite au contact. Hein,
on fait monter un peu la pression, on pousse le kiai, les tensions dans le bas-ventre, on s'avance l'un vers l'autre, on s'observe. Est-ce qu'il va se lancer sur moi ou moi est-ce que je vais lancer sur lui? Est-ce qu'il a scié des yeux? Est-ce qu'il a bougé son pied? Est-ce que si j'y vais là, c'est bon? Et voilà, ça c'est la notion qu'on appelle ça tamer. Tamer, c'est voilà. Et puis je crois que c'est bon, j'y vais. Pouf, ah merde, il m'a coupé en deux dos. Bon, d'accord. Défaite absolue. Voilà. Bon, ce qui me rassure, c'est que pour lui, la victoire est relative. Lorsqu'on a été au stage justement de Fontenay, vous enseignez aussi d'autres types de kata. Vous pourriez nous en parler un petit peu? Oui, alors donc c'était une autre école, c'est Gogyo no Kata. Donc c'est le rythme est différent. Je dirais c'est vraiment donc Kendo no Kata, c'est en fait comme CTI, si vous voulez, c'est 10 katas qui proviennent d'écoles différentes, des fondamentaux d'écoles différentes, des ryu. Gogyo no Kata, c'est un seul ryu, c'est le ryu de l'école. Euh, ah, le nom m'échappe. Mais voilà, c'est un seul ryu, une seule école. Voilà, donc Ito Itosai, voilà. Donc c'est intéressant de le pratiquer, de voir comment une école s'approprie divers modes d'approche au Boken. Voilà, donc euh, il est plus exigeant a priori. Et en fait, après, comme je vous l'ai dit, on peut élever son niveau de Kendo no Kata. Et donc, après, on arrive au même niveau d'exigence. Mais a priori, il est plus exigeant. C'est pour ça que bien souvent, on l'appréhende un peu plus tard, au quatrième, cinquième dan, lorsqu'on, comment dirais-je, on apprécie déjà, quand on connaît déjà bien le Kendo no Kata. Parce qu'il est plus exigeant sur la forme des déplacements, sur le timing, sur la concentration, sur la respiration. Voilà, c'est un petit peu plus exigeant. A priori, je dis bien, puisqu'ensuite, tout se rejoint hein, lorsqu'on a une pratique forte, sincère, élevée. Il n'y a pas une école plus forte que l'autre, c'est simplement des katas. Donc, vous vous souvenez que kata, ça veut dire forme. Donc, c'est des combats archétypaux, on pourrait dire. Je ne sais pas si le mot archétypal existe, archétypaux, je ne sais pas si au pluriel on dit comme ça. Ben, c'est des formes un peu archétypales de combat qui nous permettent ensuite de les retrouver au sein de la pratique des Ojiwaza dans le kendo. Les Nukiwaza, les Ojiwaza, les Kaishiwaza, les Suryagewaza, tout ça, on l'a dans ces katas-là. Je relève une question d'Arthur sur le chat. On va devenir des vrais présentateurs télé, on va devenir bons. Qui demande, en fait, qui rebondit sur la notion de ryu, d'école, et qui demande combien il y en a encore qui sont pratiqués au Japon. Et moi, je rajoute la question de est-ce qu'elles ont un rôle dans l'organisation du kendo au Japon ou pas encore aujourd'hui, ces écoles d'escrime? Là, je ne peux pas répondre, je ne suis pas compétent. Les gens compétents là-dedans, c'est par exemple Jean-Jacques Lavigne qui habite au Japon et qui est un érudit aussi là-dedans. Et aussi Maître Yoshimura Sensei en France, s'il décide de répondre à votre question. Voilà, ça dépend un peu de l'humeur du moment. Voilà, donc gentiment soit dit. Mais il existe encore, oui, il existe beaucoup de ryu. On les voit notamment lorsqu'il y avait les galas d'arts martiaux, comme il y a eu les taikai, comme les rassemblements comme ça. Donc, il existe beaucoup de ryu, à la fois surtout en yai, et donc ils ont aussi donc des pratiques au boken. Et est-ce qu'ils participent? Je crois que oui, mais là, c'est au-delà de mes compétences. Je sais qu'à un moment donné, il y avait la refonte de certains mouvements en yai. Il y avait des experts qui venaient en France à l'époque, comme Sato Sensei, qui participaient à ces groupes
Voilà, c'est comme ça qu'à un moment donné, CTIA, il y avait 10 mouvements, puis 11, puis 12 maintenant, me semble-t-il. Ceux qui pratiquent le IA, ils doivent le savoir. Après, chacun connaît des écoles comme Shoden, Okuden, et d'autres comme Tamiya-ryu, etc. Donc, Katori Shinto-ryu. Donc, il existe beaucoup d'écoles encore, j'ai envie de dire, vivantes. Ce qui manque parfois et ce qui crée un petit peu un doute lorsque on est un puriste, c'est la filiation, c'est-à-dire est-ce qu'il y a toujours eu un soké, une transmission des maîtres fondateurs à des maîtres qui furent leurs élèves, qu'on appelle des sokés. Et donc, il y a beaucoup de lieux, comment dirais-je, d'écoles qui, à un moment donné, il y a une rupture dans la transmission. Et parfois, il y a une reprise, mais la reprise, on peut dire que c'est une édulcoration peut-être du courant premier. Donc, rares sont celles qui ont une transmission avec une filiation spirituelle et authentique par le biais de soké. Je pense que ça se raréfie. Je vois que vous parlez beaucoup de Iaido, comme de Kendo, a priori. Pensez-vous qu'il est très important de faire du Iaido lorsqu'on fait du Kendo Et la deuxième question, c'est, j'ai l'impression que dans le Iaido, il y a encore beaucoup d'écoles différentes, alors que le Kendo, on a plutôt tendance à avoir alors je ne sais pas, une harmonisation, pas forcément dans le bon ou le mauvais sens, je ne sais pas, mais disons que c'est pas tout à fait le même état d'esprit que le Iaido, j'ai l'impression, au niveau des écoles. Alors, effectivement, dans le IA, il y a beaucoup d'écoles et beaucoup de dissidence aussi et beaucoup d'appréciation, parfois avec un peu d'humour. Quand vous avez 10 pratiquants de IA, vous avez déjà au moins 2 courants et 5 écoles, quoi. Donc, c'est parfois difficile aussi la transmission. Je le fais avec un peu d'humour, mais c'est encore pire dans le Kyudo, hein, je vous rassure tout de suite, 3 pratiquants, 3 écoles. Donc, dans le kendo, il y a ce qu'on appelle et là encore une fois, il faut que je retrouve mes mots, les formes uchikomi. Elles sont un petit peu, entre guillemets, vectorisées par tout le monde, que ce soit la police, l'université, l'école, etc. Et ils ont même mis en place des exercices qu'on appelle, aidez-moi là, s'il vous plaît. Le quillon. Les quillons, merci beaucoup Rémi, c'est ça qu'on appelle les quillons. Mais évidemment, quand vous allez à l'université, ou que vous allez à la police, ou que vous allez dans un dojo de quartier, ou que vous allez à celui des pompiers, vous allez quand même avoir des pratiques différentes. Voilà, donc d'abord, il y a le quillon de la police, qui est distinct du quillon de la Fédération japonaise de Kendo, celui qu'on nous a enseigné récemment lors des derniers stages là, en région parisienne. Moi, j'avais été, comment dirais-je, formaté ou formé à partir du Kion de la police de Tokyo, Daiichi, Daini, Daisankyo. Donc, c'est des documents d'archives. Menuchi Kata Sankyodo, Ich, Ni, San, Menote, etc. Et puis après, tous les Ojiwaza pour le Dai Nikyon et des Ojiwaza un peu plus compliqués pour le Dai Sankyon avec les gardes qui y afféraient. Donc, c'était, en gros, ça, c'est des gammes, si je peux me permettre. Ça, c'est des gammes. Comment on pose ses mains sur le piano, comment on bouge ses doigts, etc. C'est des gammes. Et on a beau faire les gammes, et on a beau avoir à faire les mêmes gammes et avoir les mêmes exercices à faire, on a tous des corps différents et on va tous faire quelque chose d'un peu différent. Voilà. Et donc, ce qui est essentiel, c'est d'avoir les repères fondamentaux. Et ensuite, en montant en grade, on va pouvoir dire, là va naître peut-être le côté artistique au sens fort du terme, c'est-à-dire pouvoir exprimer quelque chose de fondamental de façon un peu différente de son voisin, de son adversaire, de son partenaire. Voilà, d'où l'émergence de kendo différents. Voilà, et s'il y a un enseignement qui est parlant chez les grands maîtres, c'est d'arriver
à la forme la plus épurée, c'est-à-dire à trouver l'efficacité dans les purs. Là, moi, ça me parle beaucoup, ça, et non pas dans le brouillon, ou ou dans la rature, voilà, ou dans l'excès d'action, même si il faudra en passer par là, et notamment si on est compétiteur, de temps en temps, on voit que, ben, à l'insu de notre plein gré, notre corps fait des tas de choses pour arriver à des fins inavouables. Et que, bon, si on devait se présenter à un grade, on se dit, bon, là, je ne l'aurais pas, là, ça c'est sûr, je ne l'aurais pas. Et pour autant, on a gagné la compétition. Est-ce que ça vous répond? Monsieur Jiménez, c'est Est-ce que vous pensez, tout à l'heure, on en a parlé un petit peu avec Rémi, avec Monsieur Jiménez, donc alors on a parlé un petit peu avec Rémi, est-ce que vous pensez malgré tout qu'il y a des dérives dans le kendo mondial? Parce que lorsque on entend parler du dernier championnat du monde, malgré tout, il est vrai qu'on peut être un petit peu perplexe. Et de plus, je pense que vous êtes arbitre et pensez-vous que vous avez des règles d'arbitrage ou des façons d'arbitrer qui se modifient avec le temps et avec l'évolution du kendo mondial? alors, vous dire que l'an dernier, j'ai participé à un stage avec un huitième dan Hanshi, qui a été plusieurs fois champion du Japon, et j'ai beaucoup apprécié ce stage. Donc, je dirais, mon appréciation en tant qu'arbitre, elle varie en fonction du niveau des compétiteurs que j'arbitre. Donc, enfants, débutants, etc. Après, dans des compétitions, on va dire, d'ordre national, international, etc., là, il n'y a plus de question de se poser la question, c'est quoi le niveau des protagonistes, puisque là, il faut interpréter le point. Donc, moi, le point, j'essaye de l'interpréter, comme j'ai dit avant, comme une coupe, donc avec les références au sabre. Donc, parfois, ça claque, mais c'est le plat du shinai qui frappe le dos. Donc, je ne vais pas lever. Et puis, d'autres vont lever ou s'indigner en disant, mais il y a point, il y a point, il y a point. Mais si vous essayez de couper votre steak avec le plat du couteau, je vous promets bien du plaisir. Si vous le coupez avec le tranchant de votre lame, un peu affûté, je pense que vous aurez plus de succès. Au moins, vous arriverez à vous nourrir. Voilà, donc là c'est pareil dans l'arbitrage, le niveau d'exigence va monter avec le niveau des compétiteurs, va monter aussi avec votre propre niveau, et il doit être référé, alors je pense à la coupe au sabre. Voilà, c'est du moins ce que l'expert nous a enseigné et réenseigné, parce qu'on me l'avait déjà dit moult fois. Alors, dans les compétitions où il y a des enjeux nationaux, notamment les compétitions internationales auxquelles vous faites allusion, et bien souvent les finales Corée-Japon, euh, il y a toujours quelque chose d'un peu frustrant, parce que il y a, il y a effectivement des engagements très très forts de part et d'autre, qui sont peut-être au-delà, qui sont dans le cercle de la pratique d'un kendo sportif, qui est, je dirais, quand même un cercle qui est à l'intérieur d'un cercle plus grand, ça vous l'aurez compris, qui est la pratique d'un kendo, on va dire, plus large. Mais néanmoins, il faut quand même arriver à arbitrer, et je pense que là c'est compliqué. De ce que j'ai vu, des vidéos que j'ai vues, de temps en temps, on a l'impression quand même que euh, le bras se lève plus facilement parfois quand c'est Japon que quand c'est Corée. Mais en même temps, je vois aussi comment on peut s'arracher et puis travestir, on va dire, le côté esthétique, la beauté, pour arriver à des fins de mettre un point. Mais là, pour le coup, c'est tout autant Corée que Japon. Sachez quand même que au niveau où sont les Coréens là, la plupart du temps, ils passent 6 à 8 mois par an au Japon à s'entraîner avec les Japonais eux-mêmes, quoi. Donc, ça reste quand même quelque chose d'assez… Vous voyez, ils sont rentrés dans un moule aussi, eux.
Mais On surtout en voit. compétition, il y avait des Coréens, je me souviens d'attaques de Coréens en compétition où ils frappent mène avec les pieds qui sont à 30 cm du sol, quoi. Ils ont bondi sur l'autre. Il y avait des dérives comme ça qui étaient étonnantes avec les Ouais, Coréens. ouais. Alors, Maintenant, Yves, si c'est un engagement vers l'avant et que le sabre arrive avant les pieds, c'est bon. Si ça, parce que ce qui est pas bon, c'est l'inverse. Le pied qui arrive, le sabre après. Mais après, si c'est un saut sur place, et c'est ce à quoi tu fais allusion, je pense, parce que ouais, j'ai vu cette vidéo, ça, c'est pas bon. Là, on peut pas parler de. Qu'est-ce qui manque là? Il manque la notion taille. Le ki est bon, le il est ken est bon. bon, mais il est sans doute très bon, très fort. Et même si le shinai n'est pas affûté, on sent qu'il y a les newtons, ils sont là pour les physiciens. Par contre, taille, l'engagement, c'est-à-dire l'aspect coupe, justement. Comme je dis, prenez un couteau, frappez sur votre tranche de pain, il ne va rien se passer. Prenez ce même couteau, prenez un tranche de pain et glissez votre couteau en avant, vous allez voir, il va pénétrer. Et donc, là, c'est ça, taille. Taille, c'est ça. Ça peut se faire en avant comme en reculant, d'où parfois la difficile notion d'apprécier aussi les ikiwaza, les frappes en arrière, où là, vous voyez, je viens d'employer le mot frappe, différent des coupes, où là, on sent que la coupe doit démarrer avec le début du déplacement et se prolonger alors en avançant comme en reculant. Est-ce que ça vous... Et c'est ça, c'est difficile. Au niveau, là, je dirais, les arbitres qui sont là, bonjour, je pense que sous la chemise, ça doit bien transpirer. Je ne veux pas aller voir comment ça se passe sous les aisselles à la fin de la compétition par équipe, mais ça ne doit pas être beau à voir pour les arbitres, parce qu'on sent bien sûr qu'eux-mêmes, ils participent aux échanges. Je les vois, voilà, ils ont les fesses serrées, ils n'ont pas envie de louper un point et en même temps, ça va tellement vite, c'est tellement fort, il y a tellement d'engagement et du kia, il y a un environnement aussi qui je ne veux pas dire qui crie, qui applaudit, qui se scandalise, etc. Enfin, c'est bonjour là, il y a une forte pression là, c'est difficile, c'est délicat. En tout cas, ce qui doit guider leur arbitrage, c'est les notions de kick and tie encore, mais à haut niveau, avec des engagements très très forts et avec des pratiquants très aguerris. Et, voilà. Après, quand vous revoyez au ralenti, hein, parce que je pense que tout le monde peut aussi regarder ces fameuses vidéos au ralenti, parfois on a dit ah mais il y a d'eau là, et puis au ralenti on voit le men arrive bien avant, le dos après. Le men arrive avant, le côté après, etc. Et, et on se dit, ah, ouais, j'aurais peut-être accordé l'inverse, parce que le dépassement a été plus outrancier, le cri a été plus fort, etc. Alors que il était cuit avant, quoi. C'est compliqué. Le problème, c'est quand on arbitre, on ne peut pas faire replay et puis mettre sur le mode slow motion. Encore la vidéo. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez une opinion sur il y a certains arts martiaux où il y a un arbitrage vidéo qui est mis en place et euh, Jean-Pierre Labru disait l'autre jour, il a fait une visioconférence sur l'arbitrage où il disait que c'était apparemment discuté au Japon, en fait, la possibilité d'un arbitrage vidéo. Vous avez un point de vue dessus? Bon, je pense que, vous voyez, au football, là, ils le font pour les professionnels et maintenant, ils commencent à le regretter. Voilà. Je pense qu'il faut que ça reste humain et qu'il y ait une appréciation humaine et pas s'en remettre à des… Ouais, vous voyez, au tennis, pareil, vaut mieux s'en référer au juge de ligne et puis au juge principal. Bien souvent, quand le joueur demande une vérification, ben, la décision qui avait été donnée par les juges était bonne. Alors, on n'échappera pas à l'erreur. Errare humanum est, l'erreur est humaine. Bon, bien sûr, si c'est une répétition d'erreurs, on peut dire là il y a incompétence peut-être de l'arbitrage. Donc là, c'est diabolicum, hein, et perseverare.
Donc, il ne faut pas persévérer dans l'erreur parce que c'est diabolique et que c'est pas sain. Et donc, là, il faut s'entraîner à mieux arbitrer. Et j'ai envie de dire aussi aux compétiteurs, faites des plus beaux points. Facile. Justement, par rapport, tout à l'heure, vous nous parliez un peu du déplacement, de l'arrivée de la coupe, là, de plus beaux points. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur ce qu'est construire un point pour vous? C'est un concept qu'on va commencer à travailler peut-être troisième dan pour le quatrième dan. Et on se pose souvent des questions par rapport à qu'est-ce que ça veut dire. Ça, la réponse est payante. Hein. Non, je plaisante. Hein. Alors d'abord, je dirais pour construire un bon point, il faut déjà, vous avez compris, avoir des gammes, avoir fait les gammes, avoir déjà arpenté un quillon, avoir déjà un peu forgé son corps et sa pratique, avoir une belle attitude, mais que ça soit incorporé. Donc qu'on puisse ensuite en témoigner dans l'exercice, dans la pratique. Donc, premier, deuxième dan, on va bien sûr apprécier sur les notions de kick and tie et sur un engagement, on va dire un petit peu foufou, quoi. Allez, il faut y aller, on s'engage sans réserve, sans retenue. Et puis, troisième dan, c'est un peu ça encore. Mais là, on va demander de peut-être de pas s'engager à la hussarde, mais de prendre un petit peu le temps de commencer à analyser la situation. On va parler moderne. Voilà, on va faire une analyse SWOT de la situation. Est-ce que je me suis bien positionné? Est-ce que je tiens bien mon shinaï? Est-ce que je suis bien devant mon adversaire? Est-ce qu'il m'ébranle? Est-ce qu'il m'impressionne? Est-ce que je crie assez fort, etc. Enfin bref, on va commencer à faire un check. Et puis après, c'est un petit peu là, aller au contact du partenaire, pointe à pointe, et sentir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est souple? Est-ce qu'il y a des réactions quand j'agis? Est-ce qu'il y a des mouvements réflexes qui apparaissent, etc. Donc, c'est tout ça qui commence à émerger à partir j'ai envie de dire, quatrième, cinquième dan. Et c'est là où va on va dire, co-construire la situation, parce que l'autre en face, il fait pareil. Et c'était à celui qui va, entre guillemets, mettre une pression plus importante qui va obliger l'autre soit à agir, soit malheureusement à subir. Donc, dans les deux cas, s'il agit, il s'agit à ce moment-là de mettre en œuvre ce qu'on appelle la notion de kobuichi, unité attaque-défense. Il agit, j'agis dans son action. Voilà, ça c'est kobuichi, où il n'agit pas, il est un peu sidéré, et donc à ce moment-là, ça c'est j'agis dans son inaction. Ça, c'est l'engagement, on va dire, un peu sous-témi. Et des fois, je me pose la... C'est difficile d'exposer ça uniquement avec des mots, là, parce que là, ça s'éprouve avec le corps en phase de corps à corps, en face du partenaire. Voilà, imaginez, tous les deux, vous êtes en sankyo, vous vous relevez, vos shinai sont séparés l'un de l'autre, vous avancez l'un vers l'autre, vous commencez peut-être à croiser les pointes, croiser les sabres, et à ce moment-là, voilà, on est au pas décisif. On peut atteindre son adversaire comme on peut être atteint, puisqu'on a les shinai légèrement croisés. Donc là, on est de part et d'autre en danger, mais aussi en posture d'attaque et d'atteindre son partenaire, son adversaire. Et là, il va y avoir une discussion à travers la pointe. Moi, j'ai envie de dire, c'est une pointe de diamant dans un micro-sillon. Qu'est-ce que je peux lire du disque de mon partenaire, de mon adversaire? Et lui, il fait pareil. Donc, reste à savoir qui c'est qui va rayer le disque. Une chose qui m'a frappé dans votre enseignement, que moi je ne connais que via les stages de Fontenay en fait, c'est on travaille énormément en grande amplitude. Je pense même qu'on travaille jamais en petite amplitude.
Et alors, c'est quelque chose dont on essaie de s'inspirer à Tours. Est-ce que vous pouvez nous parler est-ce que de temps en temps, il vous arrive de faire travailler vos élèves en petite amplitude ou pas Alors, je suis surpris que vous n'ayez pas travaillé en petite Non, amplitude à fond. Donc, on commence bien souvent à travailler en grande amplitude, on va dire un peu, qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Donc, il faut arriver à délier tous les nœuds, dénouer tous les nœuds. Voilà. Délier le corps. Et c'est la grande amplitude qui le donne. Poignet, coup d'épaule, épaule, coup de poignet, etc. Sentir que le dos participe à l'action. Donc, voilà. À partir de là, on peut raccourcir le geste. Après, il y a quelque chose qui est un peu mystérieux. Et quand il y a mystère, il n'y a pas donc de solution. Ok ? C'est pourquoi, lorsqu'on a mis par exemple son adversaire sous cloche, c'est-à-dire à un moment donné, on l'a tellement mis dans notre filet ou dans notre toile d'araignée qu'on peut faire un grand mène, que ça passe et que ce n'est pas nécessairement un petit geste court, nerveux, incisif qui va arriver aux mêmes fins. Ça, c'est le lieu du mystère. Et alors moi, je pense que c'est dû aux filles parce que c'est dû au relâchement, non pas le relâchement dans le sens amollissement, mais un relâchement dans le sens d'une décontraction qui permet une exécution en un temps, une note blanche, et non pas une croche, et non pas, vous voyez, et on dit aussi, tout se joue avant, c'est-à-dire à un moment donné, vous avez mis votre partenaire ou votre adversaire dans votre filet ou en gros, vous l'avez déjà punaisé au moment où vous allez appuyer sur la tête de la punaise. Il faut gagner pour frapper. Et bien souvent, le travail en petite amplitude, s'il est fait trop prématurément, mais il est essentiel aussi, hein, le travail en petite amplitude, il doit, comment dirais-je, être aussi détendu que celui que l'on a pu éprouver petit à petit dans la répétition du travail en grande amplitude. C'est-à-dire, ça ne doit pas être un geste nerveux, ça ne doit pas être un geste réflexe, ça doit être un geste ample, mais contenu dans une amplitude réduite. Compliqué, hein ? C'est paradoxal. Non, mais c'est passionnant. Ou si vous voulez, vous allez vous amuser à ça avec votre partenaire. Alors, c'est à vos risques et périls. Vous prenez un billet de 50 €, voilà, vous lui donnez, et puis vous écartez les mains, les doigts devant ce billet, puis elle le lâche quand elle veut. Et vous essayez de l'attraper. Voilà. Je pense que votre partenaire, elle sera riche à la fin de cette soirée, et vous serez. Et à un moment donné, vous allez oublier ce billet. Et là, vous l'aurez. Il va falloir beaucoup de billets de 50 €. Essayez de frapper une mouche sur une table. Vous voulez l'écraser, généralement, elle vous nargue. Mais quand vous l'oubliez, hop, ah, ça y est, je l'ai. Et dans le kendo, on parle souvent aussi d'une notion de sacrifice à partir du moment où on va aller délivrer notre frappe, ne plus penser ni à la défaite, ni plus rien, et vraiment donner tout notre corps, dans notre esprit, dans la frappe. Oui, le mot sacrifice, ça veut quand même un peu dire qu'on est perdu d'avance. J'ai envie de parler d'engagement total. Donc, c'est la notion que j'ai évoquée tout à l'heure, hein, de souteni. C'est-à-dire qu'en fait, si on s'engage par calcul, dans le calcul, il y a toujours une opération. Et le temps qu'on fasse l'opération et qu'on trouve le résultat, c'est l'occasion pour celui qui est en face de vous de vous trouver le résultat avant vous. Donc, la construction d'un point, on pourrait dire que c'est un peu un calcul. Mais si on n'en reste qu'à ça, à un moment donné, on est un petit peu en décalage. Donc, il faut s'engager, mais pas naïvement non plus, pas se jeter sur la pointe, etc. Mais il faut jeter avec détermination.
se lancer avec détermination. Ça ne veut pas dire nécessairement avec sacrifice. Comprenez-vous un petit peu la notion? Enfin voilà, on est toujours dans des côtés un peu paradoxaux. Il n'y a pas de, comment dirais-je, c'est pas absolu. Les réponses, elles peuvent pas être absolues, quoi. Le mot sacrifice m'embête un peu, quoi. Mais dans le même temps, faut pas avoir peur de mourir, quoi. Voilà. Et en même temps, si on dit, si je veux réussir, il faut que je me jette, quitte à mourir, c'est un peu bizarre, quoi. Ou c'est comme, vous savez, donner et vous recevrez. Bon, je vais donner parce que j'espère que je vais recevoir. Non, il faut donner sans escompter recevoir. Mais Dieu vous dit que vous recevrez. Mais ce n'est pas pour autant donner pour recevoir. Qu'est-ce que vous attendez de vos élèves dans votre club, Sensei? Il me donne en fait l'opposition, qui fait que parfois je sors de l'entraînement complètement démoralisé parce qu'ils sont très forts et que là j'ai vraiment eu mon salaire de défaite et que je me dis il faut que j'y retourne, il faut que je m'entraîne plus encore, il faut que voilà. Non, et puis après des élèves en général, et j'ai pas d'élèves, je vous dis, j'anime les séances et c'est que tout le monde essaye de s'engager avec cœur. Je pense que la pratique, même difficile, elle peut être joyeuse, quoi. Voilà, je trouve que ça ne doit pas être un lieu mortifère. On ne doit pas sortir de là abattu, courbattu peut-être, mais abattu, non, meurtri, non, blessé, non, surtout pas. Voilà. En général, on peut y arriver avec les pieds de plomb parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est attendu, parce qu'on serait mieux à l'apéro. D'ailleurs, j'en vois qu'il y en a un qui s'est préparé à côté de moi. Voilà. Mais non, c'est ça que j'attends, que chacun participe, qui donne le meilleur de lui-même, pour lui-même. Et donc, c'est le bénéfice pour chacun, en fait. Là, on donne et on reçoit. Je vois qu'il est effectivement 20h20. De l'apéro. Non, mais c'est passionnant, mais on n'a pas encore passé la parole à l'assistance. Donc, je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous a des questions à poser ou des remarques à faire. Profitez-en. Hein. C'est pas tous les jours, hélas, que nous aurons Jean-Paul Carpentier à Tours. Sur la route de Bordeaux. Tout à fait, c'est sur la route, hein, Sensei. On vous attend. Si on a de quoi te loger, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, si ils sont tous un peu timides. Alors, on va peut-être évoquer quand même le stage de Fontenay parce que c'est un stage qu'on est quelques-uns. Je me souviens, je l'ai fait. Moi, je l'ai découvert récemment en fait. J'y suis allé avec un copain, Koja. Et puis l'année d'après, Samuel est venu avec son fils Joshua. Et puis Yves y est retourné, Yves qu'il avait fréquenté il y a un moment. Et je crois qu'on était assez nombreux de Tours. Oui, il y a 2 ans, 5, je crois. 5, 6. On était 9. 9, je crois qu'on était 9 au total. Et donc là, l'idée, c'est de présenter le stage aussi à nos débutants pour qu'ils aient envie de se joindre à nous. Alors d'abord, dire que l'an dernier, évidemment, à cause de crise sanitaire, on a dû l'annuler, mais plus encore, la salle était indisponible parce qu'il y a des grands travaux. Donc là, récemment, on m'a dit que les travaux avançaient bien et que vraisemblablement, la salle serait de nouveau disponible cet été. Donc, je ne sais pas, on va toucher du bois, du singe, quelque chose, pour espérer que l'on puisse refaire une semaine de Yai, une semaine de Kendo. Si c'est la semaine de Yai, ça serait la 2e semaine de juillet et la semaine de Kendo, la 3e. Voilà, comme ça, vous pouvez pré-réserver. Les modalités d'hébergement seraient les mêmes et les modalités de restauration différentes parce qu'ils ont rénové le self, machin, ceci, cela. Enfin, voilà. Donc, pour l'instant, j'en suis là avec les organisateurs, oui, on va dire la société qui gère l'INCAF en dehors des temps scolaires. Alors,
quant au stage en lui-même, comme on a coutume de le dire, c'est pas un stage équipe de France, c'est pas un stage, voilà, c'est un stage pour tout public, hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux, débutants et puis plus avancés, où on essaye de justement revoir toutes les notions fondamentales, les gardes, le kion, les katas, les uchikomi, et puis ensuite d'organiser par atelier ou par niveau du stage la pratique, de sorte à ce que chacun puisse en tirer, j'aime pas le mot, mais bénéfice, voilà, avantage, profit, plaisir surtout. Voilà, donc, et puis c'est l'occasion de rencontrer des gens de Bretagne, des gens d'Occitanie, des gens de Chambéry, de Lyon. Parfois, il y a des Italiens qui viennent, il y a des Belges qui viennent. Cette année, on a perdu notre ami Ralph Bernards, mais il y a aussi des Bruxellois qui viennent, il y a des gens d'Anvers. Voilà. Il y a notre ami canadien, Claude Brisson. Voilà. Donc, c'est aussi un moment de convivialité autour d'une pratique sérieuse, voilà, me semble-t-il, avec des conditions aussi qui permettent le repos du corps, parce que quand on prend de l'âge, malheureusement aussi, c'est plus difficile. Hein, comme je l'ai dit, le corps est support. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'en allant vers l'épure, on peut pratiquer même en vieillissant, parce que justement, on va plus être uniquement dans cette recherche d'activité physique et sportive, mais on va être dans la recherche d'autre chose qui peut être très efficace alors même qu'on n'est plus fringant, sémillant, bondissant. Voilà, comme vous, Rémi. Tu m'intéresses beaucoup, Polo, là-dessus, mais là, je pense qu'il faudrait qu'on passe en privé. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de vieux ici, à part moi. Et c'est vrai que c'est une des difficultés de continuer la pratique quand on a un peu d'âge. Il y a Eric qui a pris 1 an aujourd'hui, c'est son anniversaire. C'est vrai qu'Eric a pris 1 an aujourd'hui, c'est son anniversaire. Bon anniversaire, alors c'est Eric, tu as fait Fontenay en 90? un scorpion. Oui, j'étais à Fontenay en 90, ouais, mon premier stage. Ouais. Donc, ça te fait quel âge, Eric? 54, hein. 54. Enfin, Et Yves? trop vieux, mais... Moi, Yves, 61, moi. 61? Ouais. Mhm. Je suis de 59. Bon Dieu. Bon, moi, je suis de 55, tu vois, on peut encore faire. Bah oui, j'espère bien. Hein. Et Bernard Debacker, il est de 47 ou 46, tu vois. Et moi, je me souviens très très bien, c'est un des moments les plus marquants de débutant en kendo. Enfin, j'étais aspirant deuxième dan, et face à Claude Hameau qui avait du mal à se relever et qui était cassé de partout, et qui se met en garde et qui me dit « Allez-y, jeune homme », et je ne pouvais absolument rien faire que reculer. Et j'avais 23 ans, 24 ans. Quoi. Donc, je pense Claude, c'était quelqu'un, c'était une muraille. Hein. C'est vrai qu'il y avait il y a parfois des Kensen qui, vu en face de soi, qui ressemblent plus à un rond de meule de gruyère ou de camembert qu'à un Kensen lui-même. Donc, on se dit comment on va passer autour de cette pointe. On ne va pas se sacrifier, on va agir sur le shinai. Voilà. Eh ben, je vous avais annoncé une fin de séance à 20h30. On pourrait rester très longtemps, enfin voilà, je voulais vous remercier du temps que vous nous avez accordé, alors que vous êtes très pris par ailleurs. Donc c'était super. Et on est très content d'avoir enregistré. En plus, comme ça, on va mettre ça dans les archives internes du club. Bon. Et on espère pouvoir se revoir à Fontenay cet été, ou je ne sais pas si vous pourrez, enfin en février, ça risque d'être difficile le stage de Lille. Je pense que c'est compromis parce que là, la ville nous communique sur la non-ouverture des salles jusqu'à fin décembre déjà. Donc après, vous savez que comme dans mon métier, je travaille dans le cadre de la fonction publique hospitalière, j'ai aussi des infos, mais vous les avez à la télé, mais nous, on a des infos qui viennent du ministère, etc.
On parle, là, ils vont déconfiner un petit peu pour les fêtes de Noël, mais il risque quand même d'y avoir une troisième vague. Donc, voilà, c'est pas très engageant tout ça, quoi. Voilà, ce qui pourra nous sauver sans doute, c'est l'arrivée d'un vaccin que pourront prendre les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, qui les protégeront sans doute davantage. Ou nous, si on attrape le Covid, à quelques exceptions près, ben, on aura quelques malaises pendant une semaine ou deux, et puis guère plus, à quelques exceptions près aussi, dont il faut quand même tenir compte, parce qu'aujourd'hui, dans les faits, il y a quand même des gens qui sont assez jeunes, bien portants, et qui développent des symptômes somme toute inquiétants. Voilà, une belle saloperie. Voilà. Bon, super. Merci Ami, tu beaucoup. ouvres le micro à tout le monde? Je ne peux pas rouvrir le micro à tout le monde, mais tout le monde peut rouvrir son micro, de toute façon. Merci Jean-Paul. J'ai une question pour le sensei pour juste finir. Bonjour sensei, je voulais savoir si vous aviez des livres ou des choses comme ça à nous faire connaître sur le kendo, sur la pratique, sur ces choses-là. J'ai quelques articles, oui. Ce que je ferai, c'est de temps en temps, j'en scannerai un que j'enverrai à Rémi. Voilà, quelques articles. Avec plaisir, je les relayerai très volontiers. Juste dire que quand même, on apprend en pratiquant. Et après, dans les progrès, c'est intéressant de se cultiver, on va dire, d'aiguiser un petit peu sa curiosité à travers la lecture d'articles. Voilà. Mais par exemple, je n'ai pas le marabout, le kendo en 50 leçons, ou même le kendo pour les nuls. Ouais, je ne l'ai pas. Je n'ai pas cet ouvrage-là. Il y a un créneau à prendre. Moi, j'ai ça, moi. Donc, c'est à travers la pratique régulière. Kendo moderne. Si on peut venir 2 fois ou 3, ouais, kendo moderne, c'est très bien. C'est de qui, ça? Oui, c'est très bien. Un ancien livre déjà. Georges-Henri Perrin, je ne connais pas. Il a acheté ça en 90, ouais. Ah, je l'ai aussi. Bon. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas, hein, il est encore temps, mais je propose qu'on lève la séance, sinon… Ouais, sinon on va tout sortir de nos bibliothèques. Jean-Paul d'avoir accepté de se prêter à ce petit exercice. C'était une première, hein, on reçoit Pascal Loidy la semaine prochaine et Didier Olivry dans 2 semaines. Mais voilà, c'est une… Il va vous faire des exercices en visio. Non, mais ça fait des discussions qui, je pense, sont quand même enrichissantes, même si c'est vrai qu'on apprend par la pratique et que la pratique nous manque. Voilà. Ouais. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, sensei. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Merci beaucoup. Bye.